Bonjour Luc Armondel. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes chercheur à la Paris School of Economics et on va parler ensemble des inégalités en termes de patrimoine en France. Première question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'état des lieux que vous dressez? Alors, je vais utiliser les données de l'enquête de l'INSEE. Alors, pour vous donner une image, Schumpeter, il comparait la distribution des richesses à un hôtel capitaliste. Donc, si on pousse un peu cette image, on va imaginer une tour, une grande tour, hein, de 100 étages, et alors, où les habitants habitent en fonction de leur niveau de richesse. Et donc, pour habiter au 51e étage, il faut à peu près posséder 158 000 euros. Donc voilà, donc ça sépare la population des ménages en deux parties. Si vous voulez habiter donc au 90e étage, il va falloir montrer un patrimoine d'environ 600 000 euros. D'accord. Et si vous voulez vraiment habiter au plus haut, hein, c'est-à-dire donc au sein des 1% les plus riches, eh bien, il faut que vous possédiez environ 2 millions d'euros. Comme quoi, une image vaut mieux qu'un bon discours. Parfois. Exactement. Où est-ce qu'on en est en termes de trajectoire? Que nous apprend la perspective historique? Alors ça, maintenant la référence incontournable, c'est la référence de Thomas Piketty sur le Capital au XXIe siècle, qui lui a suivi les distributions de richesses au XIXe siècle jusqu'à nos jours. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier enseignement, par exemple, c'est contrairement à une idée reçue, les inégalités de richesse étaient plus importantes en Europe qu'aux États-Unis jusqu'aux années 60. Donc ça, c'est un premier rapport de cette étude. Et le deuxième apport, et c'est ce qui a fait donc ce qui crée un peu toutes les polémiques autour de ce livre, c'est qu'il y aurait un retour des inégalités à partir des années 80. C'est-à-dire que les inégalités, donc, elles n'auraient pas arrêté de diminuer depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va situer ça à la fin de la Belle Époque. Par exemple, à la fin de la Belle Époque, en 1910, les 10% les plus riches possédaient environ 90% du total et les 1% les plus riches environ 60%. Donc par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième enseignement. Et il y a un autre enseignement qui est très important en termes de politique économique, c'est que dans son livre, il note aussi le retour de l'héritage, entre guillemets, c'est-à-dire que la part de l'héritage dans l'accumulation serait redevenue de plus en plus importante. Elle aurait diminué aussi jusqu'aux années 60 et depuis, il y aurait un accroissement de l'importance de l'héritage dans la constitution des patrimoines. Ce qui pose la question de savoir est-ce que c'est la fin de notre idéal, méritocratique, par exemple. Donc ça pose des questions de justice. Alors justement, la question qui se pose, c'est est-ce que ces inégalités, elles se justifient? Est-ce qu'elles trouvent une justification? Ou alors, est-ce qu'il faut les corriger? Et comment? Alors ça, c'est une question philosophique. Donc quasiment. Ça dépend de... Oui. si, c'est une question philosophique et qui fait appel un petit peu à la théorie de la justice. Alors comment est-ce que l'économiste que vous êtes répond à cette question philosophique? Donc ça, il y a différents courants. Le premier courant, par exemple, Frank Knight, qui était un libéral, qui disait que la détention de richesse est un mélange complexe entre héritage, chance et effort. Donc vous voyez que si c'est plus l'effort, ça sera plus justifiable. Si c'est l'héritage ou la chance, beaucoup moins. Ouais. Donc il y a par exemple John Rawls, qui est un théoricien de la justice, qui dit qu'on peut justifier des inégalités de richesse à deux conditions. La première condition, c'est que tout le monde ait les mêmes chances d'y arriver. Ça, c'est la première condition. La deuxième chance, c'est que ces inégalités bénéficient à toute la société. Et donc voilà, c'est les deux conditions qu'il pose pour justifier des inégalités. Alors il y a la position libérale, même néolibérale, qui a été un peu développée dans les années 80 au moment des politiques de Reagan et Thatcher. C'est-à-dire c'est la théorie du trickle down, c'est-à-dire du ruissellement. Voilà. Du ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut... Alors ça, c'est pas nouveau, puisque ça date de la fable des abeilles de Mandeville en 1714. C'est-à-dire qu'il faut vous enrichir, parce que de toute façon, plus vous dépensez, plus ça bénéficiera à toute la société. C'est donc le ruissellement. Donc il faut, de ce point de vue-là, les inégalités sont bonnes pour la société puisqu'elles bénéficient à tous. Alors ça a été remis en cause par exemple par le pape, en 2013 dans son bouquin La joie de l'Évangile, mais ça a aussi été remis en cause par Warren Buffett, par exemple, qui est quand même une des plus grosses fortunes mondiales. Donc évidemment, c'est remis en cause. Et à la raison principale, c'est qu'on commence à voir que aujourd'hui, il y aura une relation entre les inégalités et le niveau de croissance. C'est-à-dire qu'apparemment, les inégalités seraient mauvais pour la croissance. Donc là, on rejoint donc justice sociale
et efficacité économique. Et je termine sur un autre sens. On parlait de philosophie. Si vous lisez Platon, par exemple, il réfléchit sur le degré acceptable d'inégalité. Parce qu'effectivement, plus il y a d'inégalité, eh bien, moins il y a de cohésion sociale. Donc effectivement, la question, c'est de trouver la juste inégalité pour maintenir la cohésion sociale dans une société. En tout cas, on voit que c'est une question qui dépasse largement le champ économique. Merci beaucoup, Lucas Rondel. Merci.